Nous sommes là tout à l'heure pour échanger avec vous sur les travaux du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jour. Mais vous pouvez donc noter avec moi les circonstances difficiles que traverse notre pays à travers ces actes terroristes et ces attaques barbares qui nous sont imposés et qui fauchent non seulement nos populations, mais aussi nos forces de défense et de sécurité. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, nous avons été tous choqués sur l'attaque de Solane, qui a essentiellement touché des civils. Depuis avant-hier, le décès de 11 policiers. Donc nous confirmons ce chiffre de 11 policiers tués. Donc suite à cette embuscade de cette équipe de la police, l'unité CRS qui aurait été relevée, et donc qui devrait quitter Foubé pour rejoindre Barsalgo, et qui est malheureusement tombé dans une embuscade. Ce matin également d'ailleurs, nous pouvons aussi retenir que 2 de nos vaillants fils aussi sont tombés. Des équipes qui sont allées pour les recherches et le ratissage sont tombées sur un engin explosif. Ça alourdit encore le bilan. Et sans oublier que dans les mêmes journées du lundi à mardi, on nous signalait aussi une attaque qui semblait concerner les volontaires de défense de la patrie dans la région du Nord, province du Loroum. Et donc le Conseil des ministres sur ce sujet donc, a longtemps discuté, examiné les informations disponibles et donc réitère ses condoléances, comme l'a déjà affirmé les communiqués du ministre de la Sécurité donc, aux familles éplorées. Et donc, comme il est de coutume aussi, c'est de faire le vœu que les blessés puissent naturellement se rétablir au plus vite. Et puis donc se réarmer moralement, j'allais dire, se réarmer stratégiquement pour regarder les faits, certainement comprendre ce qui n'a pas marché. Donc le gouvernement, une fois de plus, est peiné et donc transmet ses condoléances aux familles éplorées. On aura noté aussi que ces drames sur nos populations RDS s'accompagnent aussi d'un autre type de terrorisme sur les réseaux sociaux. Ce que moi j'appelle les fausses informations, la rumeur, l'intoxication. On a tout lu depuis 2 jours et je sais que nous sommes tous sur les réseaux sociaux parce que nous avons tous un téléphone, nous sommes tous connectés. C'est aussi des moyens d'information. Je considère aussi que nous sommes majoritairement de bonne foi puisque nous sommes des utilisateurs. Mais je pense qu'il faut aussi de plus en plus que notre population, notre jeunesse, nos professionnels de médias aussi puissent le constater avec nous que tout ce qui se dit sur ces réseaux sociaux ou tout ce qui produit des informations ne sont pas forcément nécessairement de bonne foi. Il circule de fausses informations. Nous sommes à 11 policiers tués. Les corps ont été rapatriés ici, mais les informations sont exactes. Des informations sembleraient dire que ceci et cela sur les corps. Il n'en est rien, par exemple. On entend aussi dire que les policiers n'étaient pas armés. Ce n'est pas vrai. On peut se référer à des témoignages même de personnel de police. Je pense qu'il ne faut pas accorder du crédit à ce type d'informations. Ça fait 5 ans que nous sommes en guerre. C'est une équipe qui a été relevée. Si elle y était, elle était nécessairement armée pour y faire face. Certainement, en regardant un peu les détails, on peut améliorer encore la sécurité de nos opérations et ne pas relâcher. Mais dire que ces policiers n'étaient pas armés ne me semble pas très exact. C'est pour cela que la dernière fois, je vous disais que ce n'est pas tout qu'on peut aussi dire, parce que c'est aussi des éléments d'enquête. Mais poussé à bout par la violence et la barbarie, on est obligé aussi de montrer les efforts qui sont faits, de montrer que les choses bougent et quelques éléments d'enquête et d'information sur cela qui ont pu être obtenus par 2 suspects, puisqu'il faut être aussi dans le jargon judiciaire, tant qu'il n'y a pas de procès, on ne peut pas, qui avait été donc appréhendé quelques jours avant l'attaque de Solane.
et qui, après les interrogatoires à Ouagadougou, quelques jours après l'attaque, a pu révéler et donner des informations. Voilà, je peux le partager avec vous. Les assaillants étaient en majorité, par exemple, des enfants dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Ça, c'est une information que nous n'avions pas au moment de l'attaque, que des femmes aussi avaient joué un rôle en indiquant des concessions ou des cibles. Mais l'information la plus importante, c'est que l'interrogatoire de ces deux personnes indique que le groupe qui a perpétré l'attaque s'appelle le Moudjahid Al-Qaïda. C'est un groupe affilié au GSIM. Ça aussi, c'est une information. Je dois dire aussi que le service de sécurité a appréhendé un suspect qui était recherché dans nos fichiers, à Boromo, qui s'est révélé être un recruteur et informateur, par exemple. Vous savez que c'est aussi des modes qui sont utilisés. Et tous ces faits montrent que la lutte contre le terrorisme, il y a effectivement le rôle des gouvernants, des forces de défense et de sécurité, mais de la population. Donc vous voyez qu'ici, le renseignement a pu faire en sorte qu'on a pu appréhender quelqu'un qui, s'il avait été libre jusque-là, aurait eu le temps peut-être de consulter même des bases à Boromo et pour ensuite nous attaquer. Donc il faut faire attention aux facteurs endogènes de la menace. Elle n'est pas nécessairement une menace qui traverse les frontières au vu aussi de tout le monde, mais c'est une menace qui a pris des tournures endogènes et qu'il faille faire avec. Peut-être que ceci aussi explique la violence avec laquelle ces attaques sont faites, puisque ça devient pratiquement des attaques fratricides. Je pense que ceci peut expliquer cela. Je disais de faire attention encore à l'intoxication ou aux fausses rumeurs, parce que nous avons des informations, par exemple, sur le Nord. Je vous disais qu'il y avait quelques informations qui semblaient circuler sur la situation des VDP. À la date d'aujourd'hui, à 7 heures, par exemple, nos sources habilitées indiquent le décès du chef VDP, qui se nomme M. Boina, du village de Salah, par exemple, et que depuis lors, bien d'autres VDP ont répondu présents à l'appel. Il en reste encore quelques-uns, une dizaine, qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Et vous savez que les VDP d'une localité donnée sont aussi rattachés, de mon point de vue, à des autorités, à une autorité militaire qui est certainement la plus proche. Ce n'est pas le lieu de révéler ici l'organisation militaire, puisque nous savons qu'elle est organisée aussi en détachement, en bataillon, en région. Donc vous voyez qu'on est loin souvent de la réalité. Vous pourrez certainement dire que oui, nous avons des informations qui ne sont pas portées. C'est ce qui fait peut-être le lit aussi des rumeurs et des informations. Mais si nous sommes tous d'accord dans la pédagogie que l'information, pour que nous la donnons, il faut que nous nous assurons qu'elle est vraie et qu'elle est la bonne. Deuxièmement, il y a un filtre quand même de stratégie. Il ne s'agit pas aussi de donner toutes les informations qu'on a, puisque je dois vous rappeler quand même qu'on est dans une dynamique de guerre qui consiste aussi à faire en sorte que ce n'est pas toutes les informations qui doivent être naturellement déposées dans l'espace public. Et de mon point de vue, un citoyen ordinaire, la population est en mesure de comprendre ça. Nous gérons comme ça d'ailleurs toutes nos familles. Ce n'est pas toutes les informations délicates de la famille qui sont mises dans l'espace public. Elles nous permettent de prendre des bonnes décisions, d'éviter les difficultés. Voilà. Donc je pense que si on est d'accord sur cette façon de fonctionner, on devrait pouvoir faire confiance et s'organiser pour apporter nos soutiens les plus importants aux forces de défense et de sécurité. Ça ne dédouane pas les insuffisances. Nous allons les réinterroger et faire en sorte que naturellement ces types d'attaques ne se répètent pas ou en tout cas ne restent pas impunis, puisqu'il s'agit aussi de faire en sorte que ceux qui ont fait ça puissent payer. Et là, sur Solan par exemple, on sait que bien de terroristes ont été tués après. Voilà, on n'en a pas fait beaucoup mention dans les communiqués. Mais bon, c'est une situation aussi qui arrive. C'est peut-être une invite davantage aussi à nos forces de défense à développer la communication sur les actions et naturellement les résultats. Ça nous permettra donc de lutter aussi contre ces fake news et ces intoxications. Donc voilà les sujets sur lesquels nous avons longuement échangé, qui s'imposent à toute notre nation, qui s'imposent au Conseil des ministres. Et nous avons donc, avec les orientations du président du FASO, en tout cas inviter les départements en charge de ces questions-là à poursuivre les enquêtes, et naturellement à corriger aussi les insuffisances s'il y a après enquête, et puis à faire en sorte que nous soyons de plus en plus forts
contre ces attaques. Mais cette situation ne dédouane pas aussi la contribution de la population. C'est une guerre qui se gagne avec tout le monde. Et donc c'est encore l'occasion pour le gouvernement de rappeler en tout cas la collaboration, la contribution aussi des populations, de rendre hommage au BDP, puisque vous savez très bien qu'il s'agit d'auxiliaires de sécurité qui ont été recrutés sur la base d'une loi qui a été votée et qui consistait à considérer que cette lutte contre le terrorisme ne pouvait pas être menée seulement par les forces de défense et de sécurité et qu'il fallait donc s'associer aussi une partie de la population, notamment la frange jeune, localisée dans les villages, afin que ça soit aussi donc un maillage, j'allais dire, intégral. Nous rendons donc hommage à tous ces combattants qui sont tombés et je pense que le meilleur hommage que nous puissions tous les rendre, c'est de faire en sorte que nous soyons victorieux dans cette guerre. Céder au pessimisme, céder à la colère serait davantage, de mon point de vue, faciliter la victoire donc, des forces du mal. Le Conseil des ministres a été présidé par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, son Excellence, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, qui est le Président du Conseil des ministres. Nous avons ensuite, après ces délibérations, entendu des communications orales et, comme il est de coutume, donc autorisé des missions et procédé à des nominations. Alors, au titre des délibérations, au titre du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, le Conseil des ministres a adopté un rapport donc, portant organisation des concertations communales sur les processus de réconciliation nationale. Il vous souviendra donc qu'en sa séance du 21 avril dernier, le Conseil des ministres avait adopté une feuille de route portant donc processus de réconciliation nationale. Bon, une feuille de route indique un peu les étapes, les activités qui sont programmées et qui devaient nous conduire donc naturellement au forum sur la réconciliation nationale. L'une des premières briques, l'une des premières étapes, ce sont les concertations communales, puisque notre pays est essentiellement composé de communes, départements. Il s'agit donc de faire en sorte que dans chacune des communes, sur la base de thèmes de référence élaborés et bien connus, de permettre donc aux forces vives de chaque commune de se retrouver et de discuter donc de la réconciliation nationale, et certainement d'en définir les natures, les contours, pour éviter, comme vous le dites souvent, qu'on pense que c'est une affaire des gens de Ouagadougou ou c'est une affaire de la classe politique. C'est une problématique nationale. Et donc le Conseil des ministres a adopté ce rapport et a donc autorisé la tenue donc, de ces concertations communales. La première concertation communale donc, sera lancée ou sera tenue à Waiguia le 26 juin, donc samedi prochain, donc sous le haut patronat de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et donc c'est la ville de Waiguia qui aura l'honneur d'ouvrir cette première concertation. Et ensuite, elle se tiendra dans l'ensemble des 300 et quelques communes pour ensuite, dans des rapports communaux, constituer donc la base sur laquelle on va bâtir peut-être des rapports régionaux et puis ensuite certainement donc le rapport national qui pourra être au menu du forum sur la réconciliation nationale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et de Burkinabé de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 rapports. Il s'est agi d'un premier rapport qui demandait un agrément pour la nomination d'un ambassadeur de la République de Gambie auprès du Burkina Faso. Il réside à Dakar, donc le Conseil a marqué son accord pour sa nomination. Le second rapport, donc, au titre de ce ministère aussi concerne la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Burkina Faso et également avec résidence à Dakar. Le Conseil des ministres a également donc marqué son accord pour la nomination de cet ambassadeur. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est une ordonnance portant autorisation de ratification de financement d'un accord de crédit d'une part et de don. Donc cet accord a 2 volets, un don et puis un crédit de 45 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ un peu plus de 24 milliards et demi de francs CFA pour donc financer un projet. Et ce projet donc s'appelle le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel du Burkina Faso. Donc il s'agit de travailler sur les axes de transhumance, puisque vous savez que notre pays est aussi un pays d'élevage. Après les recettes d'exportation que constituent l'or et le coton, c'est les produits d'élevage qui constituent
la troisième, sinon la quatrième recette d'exportation. Il s'agit donc d'apporter un soutien structurel dans ce secteur-là. Et ce financement va concerner 10 régions de notre pays. Ce sont les 10 régions qui constituent des frontières avec nos pays voisins. Et donc, naturellement, à ces 10 régions, il sera ajouté donc la région du Centre-Nord. Je dois rappeler que notre pays compte 13 régions. 3 d'entre elles n'ont pas de frontières. C'est la région du Centre-Nord, la région du Centre et la région du Plateau central. Toutes les autres régions sont adossées à des frontières. Donc, le projet concerne ces régions-là. Le second rapport est une ordonnance également qui autorise la ratification d'un accord de don donc auprès de la Banque mondiale, l'Association internationale de développement, IDA, pour le financement additionnel du projet filets sociaux au Burkina Faso, que nous connaissons tous. Cet accord donc porte sur 10 millions de dollars, soit environ 5,5 milliards de francs CFA, pour accroître donc l'accès des ménages. Donc les publics bénéficiaires sont les ménages avec des enfants de moins de 15 ans, des femmes enceintes et des ménages affectés ou vulnérables ou au choc, ou exposés au choc et à l'insécurité alimentaire. Donc, ça va toucher environ un peu plus d'1,155,000 personnes. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à 3 décrets. Ces décrets donc sont relatifs au texte d'application de la loi numéro 020-2019, Assemblée nationale du 7 mai 2019, qui porte accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation, résultant donc de leur utilisation. Ces 3 décrets donc sont les suivants. Un premier décret portant procédure d'accès, d'exportation et de partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Le second décret porte sur les modalités de mise en œuvre du droit des agriculteurs et des communautés locales sur les ressources phytogénétiques. Et puis le troisième et dernier décret porte donc fixation du barème du règlement alternatif applicable aux infractions liées aux ressources phytogénétiques. Au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil des ministres a adopté donc 2 rapports qui sont relatifs à des demandes de permis d'exploitation industrielle de grandes mines d'or, d'une part par la société Waré Mining Company et d'autre part par la société Netiana Mining Company SA. La première compagnie, donc Waré Mining, est située ou sera située dans la commune de Pitou, province du Boulgou, c'est la région du centre-est, et va couvrir une superficie de 21 km² environ. Son espérance de vie est de 26 mois d'exploitation effective et va donc produire 4,35 tonnes d'or. Alors, en termes d'impact économique, donc, ils vont alimenter le fonds minier de développement local à hauteur de 940 millions de francs CFA. Et cette mine va créer 144 emplois directs et 180 emplois indirects. La seconde mine, Netiana Mining Company, elle se situe dans la commune de Diaro, province du Naouri, c'est dans la région du centre-sud. Elle a une durée de vie de 4 ans, dont 2 d'exploitation effective. Elle sera une mine souterraine. Elle compte produire environ 2 tonnes d'or et elle va apporter donc à notre pays des recettes un peu plus de 10 milliards de francs CFA au titre des impôts et contribuer naturellement au Fonds minier de développement local à hauteur de 584 203 593 francs CFA et créer 224 emplois pour les nationaux. Au titre du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'organisation de la 16e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. C'est la 16e édition. Elle va se tenir sous le thème « Édition et marché du livre au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives ». Et cette foire va se dérouler donc du 25 au 28 novembre 2021. Elle connaîtra la participation donc des éditeurs de 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au titre des communications orales, le ministre des Affaires étrangères, en charge donc de la coopération interafricaine, a fait un compte rendu au Conseil de la tenue du 59e sommet ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra donc le 19 juin. Les sujets qui étaient discutés à ce sommet sont évidemment d'ordre politique. D'ordre politique, c'est le sujet de la transition au Mali, de s'assurer que le calendrier arrêté donc avec le gouvernement malien sera tenu.
Les sujets sont aussi d'ordre économique. Le compte rendu, vous l'avez déjà certainement reçu. Il s'agit de relancer surtout un nouvel agenda pour l'avènement de la monnaie unique, l'ECO, en 2027. Et puis, il n'a pas manqué aussi d'aborder d'autres sujets dont nous aurons les détails dans le compte rendu donc, écrit de ce Conseil des ministres. Le ministre en charge des Affaires étrangères a également informé le Conseil des ministres de la visite de l'ambassadrice Angelina Jolie donc, à Ouagadougou à l'occasion de la journée du réfugié. Elle a donc prêté son audience et son carnet d'adresse pour apporter une visibilité à cette célébration. Elle s'est rendue à Kaya Adouri. Elle a aussi été reçue par le président du Faso, le ministre des Affaires étrangères et bien sûr le ministre en charge de l'action humanitaire. Et à la suite de ces audiences, elle a donc apporté, elle a fait un appel donc, au profit donc, de l'action humanitaire dans notre pays. Toutes ces informations sont en cours de recoupement. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, toutes les informations ne sont pas rassemblées et nous n'allons pas nous hasarder à vous donner des informations et les démentir. Quand toutes les informations seront rassemblées au complet, nous pourrons communiquer aisément sur la question. Il y a énormément, à l'heure actuelle, beaucoup d'informations qui circulent. Nos forces de sécurité travaillent, j'allais dire H24, d'abord dans leur zone, parce que nous travaillons par zone, et ensuite, il y a certaines zones, quand il y a des informations, il nous faut mettre en place une certaine logistique pour pouvoir aller les vérifier. Ça prend un certain temps. Je peux vous dire que nous y travaillons et dès que nous serons prêts, nous allons vous communiquer.